Il y a encore peu, écrire était un geste humain, un acte intime, fragile et souvent solitaire. Mais voilà, aujourd'hui les machines écrivent elles aussi. Elles rédigent des romans, des poèmes, elles ont même parfois des prix littéraires. Elles imitent nos styles, nos émotions, nos silences. Alors que devient la littérature quand l'intelligence artificielle s'invite dans le champ de la création ? Qu'est-ce que cela change pour nous, les auteurs, mais aussi pour les lecteurs et pour l'idée même d'écrire ? Aujourd'hui, je voudrais explorer avec vous cette frontière mouvante entre l'homme et la machine, entre la pensée et l'algorithme, entre la littérature et l'intelligence artificielle. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Noir sur Blanc. Alors, je vais tout d'abord commencer par vous décrire l'usage personnel que je fais de l'IA, parce que oui, je l'utilise au quotidien. Pour vous raconter un peu ma vie, j'ai travaillé dans la technologie et dans l'innovation toute mon existence. On ne peut pas dire que je sois réfractaire à l'innovation technologique, au contraire en fait. J'ai toujours été plutôt fasciné par ce que l'homme est capable de faire, de créer, et j'ai adopté très tôt les outils d'intelligence artificielle presque dès leur apparition. Mais je me suis très vite rendu compte des limites de l'IA. L'IA, elle fait encore des erreurs, parfois des erreurs grossières, et puis quand il s'agit d'écriture, on ne peut pas dire qu'elle écrive vraiment. Moi, je l'utilise un peu autrement en réalité. Je ne l'utilise pas pour écrire, mais plutôt pour réfléchir. Je l'utilise comme un assistant de recherche ou un compagnon d'idées, un sparring partner, quelque chose comme ça. Et en cela, eh bien, je fais ce que font les auteurs depuis des lustres. En effet, les plus grands auteurs travaillent souvent avec des assistants. Je vais vous citer 2 exemples illustratifs. C'est le cas par exemple de Pierre Lemaitre, qui travaille avec une historienne. Cette historienne l'aide à construire la toile de fond de ses romans pour qu'ils soient les plus réalistes possibles. C'est pareil pour James Ellroy, qui s'appuie sur un assistant de recherche pour composer son fameux Los Angeles des années 50. Eh bien, moi j'ai trouvé mon assistant personnel. Il s'appelle ChatGPT. Et pour une vingtaine d'euros par mois, je ne dis pas que j'ai l'équivalent du service que rendent les assistants des grands auteurs que je vous ai cités, mais j'en ai un ersatz tout à fait acceptable. Je vais vous citer un exemple d'utilisation. Lorsque j'écrivais mon dernier roman, celui qui a été publié en dernier, Et le soleil se meurt, à un moment donné, j'ai eu besoin de savoir quel produit servait à endormir les grands félins en Afrique lorsqu'un vétérinaire avait besoin de les soigner. Vous savez, il leur tire dessus avec des petites fléchettes là. Quel est le produit qui est utilisé pour ça ? Alors, bien sûr, j'aurais pu, comme je le faisais depuis des années, aller sur Google, poser ma question et lire des pages et des pages de résultats, puis des sites et des sites pour enfin connaître la réponse à cette question. Mais j'avais affaire qu'à un moteur de recherche, alors que j'avais une autre solution. L'IA, qui est-elle un moteur de réponse ? Vous voyez, c'est beaucoup plus direct, évidemment, ça me fait gagner un temps fou. Donc, je peux dire que je consulte l'IA comme un partenaire de recherche et quelque chose qui me donne des réponses que j'aurais eu du mal à trouver par ailleurs. C'est d'ailleurs assez amusant parce qu'il se trouve que dans mon 2e livre, Usurpé, je brosse l'histoire d'un jeune patron dans la Silicon Valley qui a lui aussi inventé non pas un moteur de recherche mais un moteur de réponse. Donc vous voyez que j'avais moi imaginé, alors je vous parle de ça, ça devait être en 2011, donc c'était assez précurseur, mais bon, pas tant que ça quand même. Mais mes rêves les plus fous, eh bien, ils sont maintenant réalité avec l'avènement de Claude, de ChatGPT, de Le Chat en France. Bref, toutes ces technologies qui permettent d'accéder directement au contenu de la réponse à notre question. Donc moi, c'est comme ça que j'utilise l'IA, pour me donner des réponses, mais aussi, comme je vous le disais, une sorte de sparring partner d'idées. Je le consulte, je lui présente mes idées, j'essaie de lui demander quelles en sont les failles pour les améliorer. Notamment quand on construit un polar, il est parfois difficile de voir les trous de son intrigue. Et donc j'utilise ChatGPT comme ça pour me challenger, entre guillemets, me pousser dans mes retranchements afin de créer une histoire la plus aboutie possible. C'est ça l'idée. Mais il y a une ligne que je ne franchis pas, c'est celle de la création. Parce que écrire, pour moi en tout cas, c'est autre chose. C'est une expérience intime, quasi organique. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Le 2e point sur lequel
je voudrais m'exprimer aujourd'hui, c'est ce qu'on voit en ce moment, l'invasion des romans que j'appellerais des romans artificiels. Depuis quelque temps, c'est une nouvelle forme de production qui est apparue, notamment dans le monde de l'édition indépendante. Ce sont les romans générés directement par l'intelligence artificielle. Que ce soit sur Amazon, sur Kobo, on voit à présent fleurir des milliers de livres qui ont été écrits entièrement par des machines. Ce sont des thrillers, des romances, des essais. Alors, certains tiennent à peu près la route, mais la plupart sont quand même creux, quasi interchangeables. C'est de la littérature industrialisée. Ces livres, ils ne sont pas écrits pour transmettre quelque chose. Ils sont écrits pour vendre et uniquement pour ça. Parce que le monde de l'édition et de l'auto-édition en particulier démontre que plus on produit, plus on gagne de l'argent. Et il faut bien le dire que gagner de l'argent en tant qu'auteur, ce n'est pas si évident. Je parlerai sans doute un jour de la part, de la portion congrue qui est laissée aux auteurs dans le monde de l'édition traditionnelle. Pour brosser rapidement le tableau, c'est entre 8 et 10% du prix d'un livre qui vont aux auteurs, donc c'est pas beaucoup par rapport aux 100% que se répartit la chaîne dans son ensemble. Donc on voit que c'est très difficile de vivre de son art, et donc certains ont trouvé l'idée finalement de publier à un rythme effréné. On appelle ça des... Alors c'est marrant parce que vous savez, c'est sur Kindle qu'on lit sur Amazon, et c'est quand même l'essentiel des ventes de livres numériques. On les appelle les Kindlepreneurs, donc les entrepreneurs du Kindle. C'est intéressant quand même comme idée. C'est non plus des auteurs, des écrivains, mais des auteurs entrepreneurs. Donc ça n'a pas que des éléments négatifs, mais quand il s'agit de produire au kilomètre des romans par l'IA, là franchement c'est quand même pas terrible. Par le passé, les auteurs indépendants qui étaient les plus prolixes, ils arrivaient à produire un roman tous les 3 mois. Maintenant, on en produit un tous les 3 jours, voire plusieurs par jour. Alors là, on peut se dire quand même de quoi on se parle. Est-ce qu'on se parle encore de littérature ? Franchement, j'en ai pas l'impression. Pour ceux qui écrivent vraiment, qui passent des mois, voire des années à peaufiner un livre, c'est un séisme. Les œuvres authentiques, produites par les auteurs, se retrouvent noyées dans une marée de simulacres de romans. Mais là, c'est le plus simple, et je pense que vous serez de mon avis pour dire que ce n'est pas une création et c'est finalement un détournement des outils pour produire de l'argent. Ok, clair. Mais il y a des cas plus complexes, des cas où la frontière est plus ténue entre l'homme et la machine. C'est à ce moment que je voudrais vous parler du cas de Rie Kudan. Rie Kudan, je ne sais pas si je prononce bien, c'est une autrice japonaise. Son dernier roman, en tout cas je pense que c'est le dernier, La Tour de la Compassion de Tokyo, a reçu un prix, le prestigieux prix Akutagawa. C'est l'équivalent du Goncourt au Japon. Donc c'était en 2024, elle reçoit son prix, et là, elle révèle qu'elle a utilisé ChatGPT pour certaines phrases. En fait, elle va même jusqu'à dire que 5% de son roman a été écrit par ChatGPT. Elle l'a utilisé pour élargir son imagination et écrire un certain nombre de phrases, de bouts de phrases, à sa place. Elle a écrit un roman d'anticipation, peut-être que c'est dans ce cadre-là aussi qu'elle a eu cette idée. Cette révélation, elle a déclenché une vague de débat et d'indignation. Et puis aussi de questionnement. Est-ce qu'on parlait là encore d'un roman humain, d'un roman hybride, mi-homme, mi-machine ? C'est toute la question, parce que si 5% de son livre a été écrit par l'IA, 95% a été écrit par elle-même. Donc le prix qu'elle a reçu, il n'est pas usurpé. Elle n'a pas gagné le concours japonais pour rien. Donc la question qui se pose vraiment, c'est à partir de quand l'assistance devient-elle substitution ? Quand est-ce que c'est de la triche, en fait ? Et quand commence la création, à l'inverse ? Je ne vais pas trancher avec vous. Franchement, je ne me suis pas fait un avis définitif sur la chose, et je crois que mon opinion va encore évoluer au fil des ans et au fil de la place que prend l'intelligence artificielle dans nos vies.
Parce qu'en fait, il se trouve qu'à chaque fois qu'une technologie bouleverse notre rapport au monde, les mêmes peurs reviennent. Et c'est l'objet du prochain point que je veux échanger avec vous. La peur face aux révolutions technologiques. Si on prend un peu de recul historique, ce rejet presque viscéral de la machine par le peuple et puis par les écrivains en particulier, c'est pas nouveau. Hein. Donc si je prends l'exemple de l'écriture, quand Gutenberg a inventé l'imprimerie, on l'a accusé de corrompre la parole divine. Vous savez, à l'époque, les livres étaient transcrits par des scribes, par des moines copistes la plupart du temps, qui recopiaient les livres. Donc, vous voyez, déjà, il y avait ce genre de réaction. Puis ensuite, quand l'ordinateur est apparu, on a craint qu'il tue la plume, la lenteur de l'auteur. Et puis, c'est devenu notre quotidien. Et puis, il faut bien dire que l'ordinateur, par rapport à la machine à écrire, qui était son immédiat précédent, eh bien, ça rend d'autres services quand même. Hein. C'est très utile. Aujourd'hui, c'est le tour de l'intelligence artificielle. Chaque époque a finalement son épouvantail. Mais l'histoire a montré que ces révolutions-là n'ont rien détruit. Elles ont transformé. Elles ont déplacé les lignes et redistribué les rôles. Elles ont forcé l'homme à se redéfinir, à redéfinir ce qui le rend unique par rapport à la machine et à l'évolution technologique. Et là, j'en viens à vous parler d'économie. Parce que ce mouvement-là, il est dans l'actualité, et il est dans l'actualité de cette semaine. C'est assez dingue. Il se trouve que cette semaine, Philippe Aghion, qui est un économiste français, a reçu le prix Nobel d'économie. Et il l'a reçu pour avoir approfondi la pensée d'un autre économiste qui s'appelle Joseph Schumpeter. Schumpeter, c'est le grand théoricien de l'innovation. Donc il a écrit là-dessus, et il a inventé un concept qui est le concept de la destruction créatrice. Le concept, finalement, dit comme ça peut paraître abscon, mais ça ne l'est pas. Ça dit que chaque innovation majeure détruit un monde pour en faire naître un autre. Je vous parlais tout à l'heure de la machine à écrire. Eh bien, la machine à écrire, le marché a été détruit par l'invention de l'ordinateur, mais pour le mieux, je dirais. Moi, j'adore les machines à écrire, et il se trouve que je suis assez fan de cet objet, mais c'est par pure nostalgie en réalité, parce qu'en termes d'utilité, évidemment que je trouve que l'ordinateur est beaucoup plus moderne et beaucoup plus efficace, mais j'aime cet objet. Pour autant, le marché a été complètement réinventé par l'ordinateur. Donc on voit bien qu'il y a un mouvement de remplacement d'une innovation par l'autre. Et l'intelligence artificielle, ça s'apprête peut-être à redessiner un peu les contours de la création. Le propos de Joseph Schumpeter et d'Aghion, c'est que l'innovation, elle est suivie par la destruction, par l'adaptation et finalement par une renaissance. Le progrès, il n'est vertueux que s'il est adopté et qu'il vient améliorer ce qui se faisait par le passé. Alors, c'est vrai pour l'économie, mais c'est vrai aussi pour la culture, je crois, et pour la littérature en particulier. L'IA bouleverse nos habitudes, nos certitudes, nos métiers, mais elle ouvre aussi de nouveaux espaces. Si on suit Schumpeter, on comprend que la littérature, elle n'est pas condamnée, elle est simplement appelée à se transformer, à retrouver sa dimension la plus essentielle, et ça reste encore à définir. L'un des derniers points que je voudrais aborder aujourd'hui, c'est la spécificité humaine quant à l'écrit et à la littérature. Parce que c'est peut-être ici que la littérature retrouve sa vraie place. Elle est, et elle produit, l'humanité, tout ce que la machine ne peut pas produire. Le doute, le manque, le désir, la perte. Vous voyez, une intelligence artificielle, elle peut écrire un texte, mais elle ne sait pas aimer. Elle n'a jamais vécu la mort d'un proche. Elle n'a jamais douté. L'écriture humaine, elle naît de ses blessures.
de ce qu'on ne comprend pas et de ce qu'on cherche à réparer à travers les mots. C'est cette fragilité-là qui fait les plus beaux livres. Et puis écrire, ce n'est pas seulement produire un texte, c'est aussi l'acte lui-même qui apporte un contentement singulier, un moment suspendu où le geste d'écrire devient une fin en soi. Écrire, pour ma part, je ne considère pas ça comme un acte de production. Ce n'est pas aboutir à quelque chose. Moi, ce qui me plaît, c'est le fait d'écrire en soi. C'est ressentir le moment où le chaos de mon intérieur trouve une forme. L'IA, elle écrit sans joie, sans silence, sans vertige. Elle écrit pour répondre à notre demande, à notre question. L'humain, lui, il écrit pour exister. La machine, en fait, elle imite les mots. L'homme, il les habite. En guise de conclusion, je voudrais vous dire que de toute façon, on a beau avoir peur de l'intelligence artificielle et se remémorer Terminator, eh bien elle est là. Et rien ne l'arrêtera. Pas plus qu'on a arrêté l'imprimerie, l'électricité ou les moyens de transport modernes. La question n'est donc pas de la combattre, mais de choisir comment nous allons vivre avec elle. Si nous laissons la technologie nous dicter la création, nous perdrons notre singularité. Si nous la plaçons au service de la pensée, alors elle peut devenir un prolongement de notre humanité. Ce n'est pas la fin de la littérature, c'est un nouveau miroir, un miroir dans lequel nous devrons apprendre à nous reconnaître sans nous renier. Écrire, c'est un acte inutile, lent, parfois douloureux, mais c'est précisément pour cela qu'il est vital. Écrire, c'est finalement rechercher ce que la machine ne cherchera jamais, le sens. L'IA peut copier nos mots, mais pas nos silences. Elle peut produire nos styles, mais pas nos cicatrices. Parce qu'au fond, écrire, ça n'a jamais été une histoire de mots, c'est une affaire d'âme. Et tant qu'il restera un humain pour écrire non pas ce qu'il sait, mais ce qu'il ressent, alors la littérature vivra. Vous avez écouté Noir sur Blanc. Si cet épisode vous a plu, partagez-le, laissez une note et surtout, continuez d'écrire, parce qu'écrire, c'est encore être libre.